mes parents distribuaient les cadeaux de Noël à tous les petits-enfants. Quand ce fut le tour de ma fille, ils ont dit « Oh, on dirait qu'on en a oublié un », et ils ont ri en donnant son cadeau au fils de ma sœur, juste pour être juste. Ma fille est restée silencieuse. Mes parents ont ri. Quand mes parents ont ri et dit « Oh, on dirait qu'on en a oublié un », entendant le cadeau de ma fille au fils de ma sœur, quelque chose en moi a craqué. Ce n'était ni bruyant ni spectaculaire. C'était une sensation vive et froide qui frappait plus fort que l'air hivernal derrière leur porte. Pendant une seconde, je les ai juste dévisagés, essayant de comprendre comment deux personnes qui se vantaient toujours d'être des grands-parents équitables pouvaient faire quelque chose d'aussi cruel devant tout le monde. Ma fille, Chloé, était assise à côté de moi, tenant la petite carte faite maison sur laquelle elle avait passé 2 soirées à travailler. Elle avait écrit leur nom au marqueur argenté, ajouté des autocollants qu'elle avait gardés de son projet scolaire, et m'avait même demandé 2 fois si les couleurs faisaient à ses adultes. Et maintenant, elle était assise là, les mains vides, pendant que les adultes riaient comme si c'était une sorte de sketch de Noël. Mon père continuait de sourire, répétant qu'il manquait de cadeaux et que mon neveu l'apprécierait de toute façon davantage. Ma mère a ajouté que les enfants oublient ces choses. Elle l'a dit de cette manière dédaigneuse qu'elle utilise chaque fois qu'elle fait quelque chose qu'elle sait être mal mais qu'elle n'admettra pas. Ma sœur ne m'a pas regardé. Elle n'a pas regardé Chloé non plus. Elle a juste ajusté la manche de son fils et lui a dit de dire merci. Tous les autres continuaient à boire, à manger, à prétendre que cela n'arrivait pas, à prétendre que ma fille n'était pas la seule petite fille sans un seul cadeau à ses pieds. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais ma voix est restée stable quand j'ai dit à Chloé de prendre son manteau. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas demandé ce que nous faisions. Elle a juste posé doucement la carte sur le bord de la table basse, comme si elle espérait encore que quelqu'un pourrait l'ouvrir. Pendant tout ce temps, mes parents ne nous ont pas arrêtés, pas même lorsque nous avons atteint la porte. Ma mère a seulement crié quelque chose sur le fait que nous étions dramatiques. Mon père a plaisanté en disant que la nuit n'était pas encore terminée. Aucun d'eux ne réalisait que la seule chose qui m'empêchait de dire exactement ce que je pensais était le fait que Chloé écoutait. Dehors, le froid nous a frappés immédiatement. L'allée était bordée de voitures et les lumières de Noël clignotaient le long des gouttières comme si rien à l'intérieur n'avait mal tourné. J'ai ouvert la portière pour Chloé et l'ai aidée à monter. Elle n'a pas pleuré. Elle est juste restée assise en silence, fixant ses moufles. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'ont même jamais pris la peine de demander, était garé un pâté de maison plus loin, au coin de la rue sous le lampadaire, une Peugeot 508 de 2022, propre, avec peu de kilomètres, entièrement nettoyée la veille. Je l'avais achetée comme cadeau pour mes parents. Non pas parce qu'ils l'avaient mérité, mais parce que je pensais que cela pourrait peut-être nous aider à tourner une page. Je pensais que leur donner quelque chose de significatif pourrait mener à quelque chose de doux, de réparateur. Mais en les voyant humilier ma fille si facilement, j'ai réalisé qu'ils ne s'étaient jamais souciés des ponts que j'essayais sans cesse de reconstruire. Ils prendraient toujours ce que je donnais sans jamais rien laisser en retour. En démarrant le moteur, j'ai pris une décision silencieuse. Ils ne verraient jamais cette voiture. Ni les clés, ni le ruban, ni la carte de remerciement que j'avais écrite et réécrite 3 fois. Et ce n'était que le début des conséquences auxquelles ils allaient faire face. Ils ne le savaient pas encore, mais perdre cette Peugeot 508 serait la plus petite partie de ce qui les attendait. Le lendemain matin, ils ont agi comme si de rien n'était. Je me suis réveillé avec un texto de ma mère, une photo de tout le monde réuni autour de la table du petit déjeuner dans leur cuisine. Des crêpes, du bacon, de la crème fouettée empilée comme une montagne. Elle l'avait légendé avec quelque chose de joyeux sur les traditions familiales et sur le fait qu'elle espérait que Chloé et moi passions une matinée relaxante, comme si ma fille n'avait pas été la seule enfant renvoyée à la maison sans un seul cadeau, comme si elle n'avait pas vu ses grands-parents donner son cadeau à quelqu'un d'autre en riant. J'ai fixé la photo pendant un long moment. Puis j'ai posé mon téléphone face contre la table et je suis allé préparer le petit déjeuner pour Chloé, même si je savais qu'elle n'aurait pas faim. Elle est descendue, portant le pull assorti, traînant encore un peu les pieds. Elle n'a pas mentionné la nuit précédente, mais quand elle a ouvert le garde-manger et a vu le matériel d'emballage sur le comptoir, elle l'a refermé doucement et est passée à autre chose. Plus tard ce matin-là, j'ai trouvé la carte faite maison qu'elle avait jetée à la poubelle, celle qu'elle avait décorée avec des autocollants qu'elle avait économisés pendant des semaines. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne laisserais pas passer ça. Pourtant, les choses sont restées étrangement calmes. Pas d'excuses, pas d'explications, personne ne prenant des nouvelles de Chloé. Au lieu de cela, le 3e jour,
mon père m'a finalement envoyé un texto qui laissait entendre qu'ils en savaient plus qu'il ne le disait. Il a écrit « As-tu laissé une voiture garée dans la rue la veille de Noël ?» J'ai fixé le message, me souvenant de la lueur froide du lampadaire sur le capot de la Peugeot 508, du ruban que j'avais mis sur le tableau de bord, de la petite note les remerciant d'essayer. Cela semblait surréaliste maintenant, comme si je l'avais prévu pour des personnes entièrement différentes. J'ai répondu « non ». Puis je l'ai bloqué. 3 jours se sont écoulés avant qu'il ne décide de se présenter chez moi. J'ai reconnu le manteau de ma mère par la fenêtre de la cuisine avant même d'entrer dans l'allée. Elle se tenait sur mon porche avec 2 sacs cadeaux surchargés, mon père à côté d'elle avec ce demi-sourire forcé qu'il arbore lorsqu'il essaie de manipuler une situation. Pendant un instant, j'ai envisagé de repartir, de les laisser planter là dans le froid. Mais Chloé était à la maison, et je ne voulais pas qu'il frappe jusqu'à ce qu'elle réponde. Quand je suis sorti de la voiture, ils se sont illuminés comme s'il s'agissait d'une chaleureuse réunion de famille. Ma mère a dit qu'ils avaient beaucoup pensé à Noël et qu'ils voulaient réparer ce qu'elle a appelé un « malentendu stupide ». Mon père a ajouté qu'ils avaient choisi des choses pour Chloé et espéraient qu'elle les accepterait. Il m'a tendu le premier sac. À l'intérieur se trouvaient des articles si peu attentionnés que cela semblait presque intentionnel, une poupée clairement destinée à un bambin alors que Chloé a 11 ans, un puzzle dont il manquait un coin de la boîte, un set de stylos à paillettes auquel elle est allergique, et un sweatshirt duveteux d'une couleur qu'elle évite parce que des enfants à l'école s'étaient moqués d'elle à ce sujet. Puis ma mère m'a donné le deuxième sac, des bonbons que Chloé ne peut pas manger, un ensemble de bracelets en plastique bon marché, un carnet qui avait encore l'étiquette de solde au dos. J'ai tenu les 2 sacs un instant. Puis je les leur ai rendus. Cela ne leur a pas plu. Le sourire de ma mère s'est crispé. Mon père a commencé à insister sur le fait qu'ils essayaient d'arranger les choses et que je réagissais de manière excessive. Il a dit que Chloé n'avait pas l'air contrariée à la fête de toute façon, comme si le silence d'un enfant était la preuve que rien n'allait mal, comme si le silence signifiait le pardon. Chloé se tenait dans le couloir derrière moi. Elle n'a rien dit, mais elle n'en avait pas besoin. Elle a entendu chaque mot. Alors, je leur ai dit la vérité, calmement. Il ne s'agissait pas d'un cadeau. Il s'agissait du genre de personne qu'ils avaient révélé être devant ma fille. Ils ont essayé de m'interrompre, mais j'ai continué. Je leur ai raconté comment la Peugeot 508 était restée sous ce lampadaire la veille de Noël, propre, prête, avec un ruban sur le tableau de bord. Comment j'avais prévu de la leur donner comme une dernière tentative de reconstruire quelque chose qui se fissurait depuis des années. Je n'ai pas décrit la note que j'avais écrite, celle les remerciant d'essayer, celle qui se trouvait maintenant dans le tiroir de ma cuisine comme une mauvaise blague. Mes parents sont devenus silencieux. L'expression de mon père s'est adoucie en quelque chose de confus, presque paniqué. Ma mère a cligné des yeux comme si elle ne pouvait pas dire si j'étais sérieuse. Je leur ai dit qu'ils avaient perdu la chance de recevoir quelque chose de grand et de significatif, non pas à cause d'une seule erreur, mais à cause d'un schéma qu'ils prétendaient ne pas exister. Puis je leur ai dit qu'ils devaient partir. Ma mère a essayé de discuter, mais je suis entré et j'ai fermé la porte. Ils sont restés là quelques instants, parlant fort exprès pour que j'entende quelque chose sur le fait qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui n'allait pas chez moi, quelque chose sur mon ingratitude. Je n'ai pas rouvert la porte. Quand ils sont finalement partis, j'ai vu Chloé debout près de l'escalier. Elle a demandé s'il revenait. Je lui ai dit pas aujourd'hui, mais au fond de moi, j'avais le sentiment qu'il ne faisait que commencer. Et je savais que la suite ne serait pas simple. Ils sont revenus le samedi suivant. Pas d'appel, pas de préavis. Ils sont juste apparus sur mon porche comme s'ils venaient pour le brunch. Mon père avait cette ridicule licorne en peluche sous un bras violet vif, pailleté, énorme et ma mère portait un plateau de biscuits dans un sac cadeau rose qui semblait avoir été fait à la hâte en chemin. Je les ai observés depuis la fenêtre de la cuisine. Ils ressemblaient à des vendeurs au porte-à-porte essayant de forcer leur retour dans la vie de quelqu'un. Je n'ai pas bougé au début. Je voulais voir combien de temps ils attendraient. Ils sont restés là environ 1 minute, puis ont sonné 2 fois. Puis est venu le coup à la porte, léger d'abord, puis plus fort. Ma mère a essayé de jeter un coup d'œil par la fenêtre latérale, comme si nous étions peut-être juste à l'étage et n'avions pas entendu. Chloé était dans sa chambre. Elle n'a même pas demandé qui c'était. Je pense qu'elle le savait déjà. Finalement, j'ai ouvert la porte et je suis sorti. Je ne les ai pas invités à entrer. Mon père m'a salué comme si nous reprenions une conversation en pause, pas une guerre silencieuse.
Ma mère a souri comme si rien de gênant ne s'était jamais passé entre nous. Il a dit qu'ils avaient pensé à Noël, que les choses avaient peut-être un peu dérapé, qu'ils voulaient arranger les choses avec Chloé. Ma mère est intervenue, disant qu'ils avaient apporté des choses qu'elle adorerait. Des biscuits, des livres, des petites choses amusantes de filles. Elle a brandi le sac cadeau rose comme s'il s'agissait d'une sorte de traité de paix. Je ne l'ai pas touché. Elle a continué à parler, énumérant le contenu. Il y avait un livre dont elle disait qu'il faisait fureur auprès des filles de son âge, que je savais que Chloé avait lu il y a 2 ans, un sweat à capuche dans une taille trop petite, du vernis à ongles aux couleurs néon qu'elle ne porte jamais. Et puis il y avait les biscuits, faits maison apparemment, remplis de noix. Chloé est gravement allergique aux noix. Ils le savent depuis qu'elle a 5 ans. Ce n'étaient pas des cadeaux. C'étaient des suppositions paresseuses. J'ai demandé s'il se souvenait de ce qui s'était passé la veille de Noël. Mon père a dit, oui, bien sûr, et qu'ils essayaient juste de maintenir l'équilibre entre tous les petits-enfants. Que ce n'était pas personnel. Que Chloé ne s'en souvenait probablement même pas. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, les enfants se remettent vite. C'est toi qui t'accroches à ça. Ma mère a ajouté que nous faisions une montagne d'une taupinière, que tout ce qu'ils voulaient, c'était voir leur petite fille sourire. Que c'était censé être une bonne chose. Je n'ai même pas eu la chance de répondre avant que la porte d'entrée ne grince derrière moi. Chloé se tenait là, silencieuse. Elle a regardé la licorne d'abord, puis le sac cadeau, puis mes parents, et moi. Pas de mots, juste ce regard le genre qui vous fait savoir qu'un enfant a compris plus que vous n'auriez jamais voulu. Puis elle est rentrée doucement à l'intérieur et a fermé la porte. Ce silence a frappé plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Je me suis retourné vers mes parents et je leur ai dit que ce qu'ils avaient apporté n'avait pas d'importance, qu'ils pouvaient envelopper tout le bruit de paillettes et de rubans, mais que cela ne réparerait pas la façon dont ils avaient fait sentir Chloé cette nuit-là. J'ai dit que je ne jouerais plus cette comédie où ils font des erreurs, jettent des babioles sur le problème et attendent le pardon sans comprendre. Ils ont essayé de parler, mais je les ai interrompus. Je leur ai dit que je leur avais donné la chance d'être meilleurs. Je leur ai reparlé de la voiture, du fait qu'elle avait été réelle, que la clé était dans ma poche cette nuit-là, que j'avais planifié quelque chose qui avait demandé des mois d'efforts parce que je pensais encore que peut-être, au fond d'eux, ils voudraient redevenir le genre de personne que je pourrais admirer. Mais ils ont jeté cette chance à la poubelle à la seconde où ils ont donné le cadeau de Chloé à quelqu'un d'autre comme si de rien n'était. Puis je leur ai dit que je voulais qu'ils partent. Ma mère avait l'air stupéfaite. La bouche de mon père s'est ouverte comme s'il allait argumenter, mais rien n'est sorti. Ils sont restés là un instant. Puis mon père a posé doucement la licorne sur le porche comme une sorte d'offrande de paix. Ils sont retournés à leur voiture sans un autre mot. Je n'ai pas rentré la licorne à l'intérieur. Plus tard dans la nuit, j'ai découvert ce qu'ils faisaient en coulisses. Ma cousine m'a envoyé des captures d'écran, des messages de ma mère à la famille élargie me présentant comme instable, disant que j'apprenais à Chloé à garder rancune, que j'avais toujours été difficile, et qu'ils avaient le cœur brisé par la cruauté avec laquelle je les avais traités après qu'ils aient essayé d'arranger les choses. Ils avaient réécrit toute l'histoire en moins d'une semaine. Ils s'étaient transformés en victimes. M'avaient fait passer pour la méchante. C'est là que j'ai vraiment compris. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un oubli. C'était leur façon de fonctionner. Ça l'avait toujours été. Et la prochaine fois que je les verrais, j'allais dire exactement ce que je retenais depuis des années. Pas dehors, pas sur mon porche. Dans leur maison. Je ne l'ai pas planifié à l'avance. Je me suis juste réveillé un matin, j'ai regardé l'horloge et j'ai décidé que j'en avais assez d'attendre des excuses qui n'arriveraient jamais. J'ai dit à Chloé que j'avais une course à faire et je suis parti avant qu'elle ne puisse poser de questions. Elle n'avait pas besoin de faire partie de ça. Pas encore. Pas à moins qu'il ne l'y force. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents était silencieux. Les rues encore boueuses de la dernière tempête, les arbres dénudés, tout était gris et lourd comme si la saison avait commencé à pourrir. Plus je me rapprochais, plus mes mains serraient le volant. Leur quartier n'avait pas changé. Les mêmes décorations de jardin, les mêmes voisins, la même couronne sur leur porte qu'ils réutilisent depuis 10 ans. Mais quelque chose dans la maison semblait plus petit que dans mon souvenir. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, je suis resté assise un moment et j'ai pensé à faire demi-tour. Puis je ne l'ai pas fait. J'avais toujours un double des clés. Ils ne me l'avaient jamais demandé en retour. Quand je suis entré,
j'ai été frappé par cette même vieille odeur, des bougies à la vanille, quelque chose de frit, et la faible odeur de poussière d'une maison où rien de nouveau ne se passe jamais. Mes pas résonnaient plus fort que prévu. Personne n'avait décoré depuis Noël. Le sapin était toujours là, mais les lumières n'étaient pas branchées, les ornements pendaient comme s'ils avaient perdu la volonté de briller. Ma mère est sortie de la cuisine, tenant son téléphone et une demi-tranche de pain grillé. Elle a légèrement sursauté en me voyant, comme si elle pensait peut-être que j'étais un fantôme. Mon père est apparu derrière elle, parlant déjà, essayant déjà de diriger le moment avant que je puisse parler. Il m'a demandé si je voulais du café. Je leur ai dit à tous les deux de s'asseoir. Ma mère a hésité comme si elle attendait qu'on le lui demande gentiment. Mon père a gloussé comme si tout cela n'était qu'un grand malentendu, mais finalement, ils se sont assis côte à côte sur ce même canapé beige où ils alignaient nos cadeaux de Noël, les miens toujours plus petits, toujours en dernier. Je suis resté debout. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai rien répété. Je leur ai juste dit la vérité. Je leur ai dit que Chloé se souvenait de tout. Qu'elle n'avait rien dit à Noël parce qu'elle était trop abasourdie, trop polie. Mais elle se souvenait. Elle m'a dit plus tard cette nuit-là qu'elle s'était sentie invisible. Qu'elle ne pouvait pas comprendre pourquoi tout le monde avait eu quelque chose et pas elle, même après leur avoir fait une carte. Je l'ai sortie de la poche de mon manteau, la même carte qu'elle avait jetée. Je l'avais récupérée dans la poubelle après qu'elle se soit couchée. Elle avait utilisé un marqueur argenté et de minuscules autocollants en forme de cœur, écrit leur nom soigneusement en cursive. À l'intérieur, il était écrit « Merci de toujours me faire sentir que j'ai ma place ». Le visage de ma mère s'est crispé comme si elle voulait pleurer mais était trop fière. Mon père a juste détourné le regard. Je leur ai dit que j'avais tenu bon pour le bien de Chloé, essayant de leur donner chance après chance d'être quelque chose de mieux que ce qu'ils avaient toujours été. Mais que ce Noël-là, c'était la fin. Pas parce qu'ils avaient oublié un cadeau, mais à cause de la rapidité avec laquelle ils avaient ri en le donnant à quelqu'un d'autre. Ils n'avaient pas seulement oublié Chloé, ils avaient choisi de la laisser de côté. Mon père a commencé à parler, mais je l'ai interrompu. Je leur ai parlé de la Peugeot 508, comment elle était garée à un pâté de maison avec un ruban et une note qui disait « Merci d'essayer encore », comment j'étais resté là, tenant les clés dans ma poche, en les regardant humilier ma fille devant toute la famille. Et comment j'étais parti cette nuit-là en sachant qu'ils ne verraient jamais cette voiture, ni aucune version de moi qui m'en dirait leur amour à nouveau. Ma mère a murmuré quelque chose à peine audible, quelque chose comme « Mais nous ne le pensions pas comme ça ». J'ai dit, peu importe comment vous le pensiez. Ce qui compte, c'est que vous continuez à le faire. C'est alors que j'ai entendu la porte grincer derrière moi. Chloé. Elle était censée être à la maison. Je me suis retourné, et elle était là, veste zippée, cheveux attachés, le visage complètement calme. Je l'ai regardée, confuse. Elle m'a regardé, puis les a regardés. Elle a dit, j'ai utilisé localiser mon iPhone. Je voulais voir ce que tu allais dire. Je ne savais même pas qu'elle savait comment faire ça. Elle est entrée lentement dans la pièce, comme si elle s'était préparée pour ce moment. Ma mère s'est levée et a souri un sourire faux et large les bras ouverts. Elle a dit quelque chose comme « Oh, ma chérie, tu nous as tellement manqué ». Chloé s'est arrêtée à quelques mètres. Elle n'a pas rendu le sourire. Elle les a regardés et a dit « Je ne veux rien de vous. Vous ne m'avez pas oublié. Vous vous en fichiez, c'est tout. » Puis elle s'est tournée vers moi et a dit « On peut y aller maintenant ?» C'était tout. C'est tout ce qu'elle avait besoin de dire. Nous sommes sortis ensemble. Pas d'adieu, pas de seconde chance. En sortant de l'allée, j'ai vu mon père sortir sur le porche, les mains sur les hanches comme s'il ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Ma mère n'a pas suivi. Ils n'ont pas essayé de nous arrêter. Mais ce n'était pas la fin. Loin de là. Le lendemain, ma cousine a appelé. Elle m'a demandé si j'avais vraiment fait irruption dans la maison et réprimandé mes parents devant Chloé. Elle a dit que ma mère avait appelé des membres de la famille en pleurant, disant que j'étais instable, que j'empoisonnais Chloé contre eux, que je les avais embarrassés dans leur propre maison. Apparemment, ils jouaient les victimes maintenant, répandant leur version de l'histoire. Et j'ai réalisé quelque chose. Ils n'étaient pas seulement de mauvais grands-parents. Ils étaient des professionnels dans l'art d'être les victimes. Cela ne s'est pas fait d'un coup. Les coupés de ma vie n'a pas été une coupure nette. C'était lent, irrégulier et douloureux d'une manière à laquelle je ne m'étais pas préparé.
Après les captures d'écran du groupe de discussion, après les messages de la famille à qui je parlais à peine, après avoir entendu pour la 3e fois que ma mère m'avait qualifié d'instable, je me suis assise dans ma voiture devant l'école de Chloé et j'ai réalisé que je devais faire un choix. Pas pour moi, mais pour elle. Soit nous les laissions continuer à réécrire l'histoire tout en prétendant l'aimer, soit nous mettions un terme à l'histoire complètement. Ce soir-là, j'ai tout dit à Chloé. Je n'ai pas enjolivé les choses. Je lui ai raconté ce qu'il disait, comment il l'a présenté comme faisant partie d'une crise de colère que j'aurais prétendument faite, comment ils avaient complètement omis son nom de l'histoire. Elle n'a pas pleuré. Elle m'a juste posé une question, si je n'ai pas de grands-parents, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Cette question a brisé quelque chose en moi. Et elle a aussi rendu la décision très simple. Le lendemain, j'ai envoyé un texto à ma mère pour lui dire que je passais. Elle a répondu instantanément, bien sûr, nous préparons le déjeuner. Tellement heureuse que tu sois prête à parler. Elle croyait vraiment que je venais m'excuser, peut-être même supplier. Je n'ai pas apporté de nourriture. Je n'ai pas amené Chloé. Je n'ai même pas apporté de manteau, je ne prévoyais pas de rester assez longtemps pour en avoir besoin. Je suis entré, et l'odeur m'a frappé. Les mêmes bougies cireuses, la même viande trop cuite dans le four. La télévision était à bas volume. Un téléfilm de l'après-midi, probablement un qu'ils avaient déjà vu 5 fois. Mon père portait des pantoufles dont il disait en plaisantant qu'elles lui donnaient l'air d'un grand-père. Cette blague ne faisait plus rire. Ma mère a souri comme si elle me pardonnait déjà pour quelque chose que je n'avais pas dit. J'ai posé la boîte sur la table. Des albums photos, quelques tirages encadrés de Chloé qu'ils n'ont jamais accrochés, ce gilet que ma mère m'avait prêté il y a des années et qu'elle n'avait jamais redemandé. Il y avait quelque chose de définitif à le rendre. Ils ont tous les deux semblé confus, puis méfiants. Je leur ai dit clairement, c'est fini. Nous ne reviendrons pas. Pas pour Pâques, pas pour les anniversaires, pas pour le genre de fête où la famille se rassemble et prétend que tout va bien jusqu'à ce que quelqu'un pleure dans la salle de bain et que quelqu'un d'autre boive trop de vin. Je leur ai dit qu'ils pouvaient arrêter d'envoyer des textos, d'appeler, d'envoyer des cartes de vœux adressées uniquement à moi avec le nom de Chloé griffonné dans la marge comme une pensée après coup. Ma mère a commencé à secouer la tête. Tu réagis de manière excessive. Ce n'est qu'une phase. Tu laisses tes émotions élever ton enfant. Mon père a dit, tu penses la protéger? Tu lui apprends à fuir les gens qu'il aime. J'ai dit, non. Je lui apprends à ne pas mendier l'amour. Ils n'ont pas compris. Ils ne comprendraient jamais. Ma mère a pleuré. Mon père s'est mis en colère. Il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas, a dit quelque chose sur tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi, comment ils avaient payé pour mon appareil dentaire, comment ils n'étaient jamais partis en vacances parce que les enfants passaient en premier. Je les ai regardés tous les deux et j'ai dit, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de la façon dont vous l'avez fait se sentir invisible. Et maintenant, vous êtes invisible pour nous. J'ai pris mes clés de voiture. Ma mère a demandé si c'était vraiment le genre de mère que je voulais être, une qui coupe les ponts avec ses propres parents. Et j'ai dit, oui, si c'est ce qu'il faut. En ouvrant la porte, mon père a dit, ne reviens pas en rampant quand elle se retournera contre toi, aussi. Je me suis arrêté une seconde, j'ai laissé cette phrase pénétrer. Ils pensaient que Chloé se retournerait contre moi comme je me retournais contre eux. Mais ils n'ont jamais compris. Chloé et moi ne sommes pas la même histoire qui se répète. Elle est le premier chapitre de quelque chose de nouveau. Je suis sorti. Ils n'ont pas suivi. Plus tard ce soir-là, Chloé et moi avons préparé le dîner ensemble. Elle m'a dit qu'elle voulait sauter Pâques cette année, peut-être juste faire un marathon de films à la maison. Je lui ai demandé si elle était sûre, et elle a dit, je ne veux pas m'asseoir avec des gens qui font semblant de m'aimer. Elle ne l'a pas dit avec colère. Elle l'a dit comme quelqu'un qui avait enfin trouvé les mots pour quelque chose qu'elle ressentait depuis des années. Après qu'elle se soit couchée, j'ai pleuré dans la buanderie, non pas par regret, mais parce que je savais que c'était pour toujours maintenant. Et même quand on est absolument certain, le pour toujours fait encore mal. Je n'ai plus de nouvelles de mes parents depuis, mais je les vois dans les messages qu'ils envoient aux proches, dans les publications sur le manque de leur petite fille, dans les chuchotements qui me reviennent par des gens qui croient encore que le sang est une raison suffisante pour continuer à être présent. Mais j'ai arrêté d'être présente. Et c'est là toute la différence. Ils s'attendent à ce que je revienne éventuellement, mais ils ne savent pas. Je ne tourne pas en rond.
Je m'éloigne en ligne droite. Cela fait des mois. Ils n'ont plus jamais appelé, jamais envoyé de texto. Pas d'excuses, pas de questions, pas de coups inattendus à la porte. Ils sont juste devenus silencieux, ce qui, d'une certaine manière, m'a tout dit. Le silence n'était pas un accident. C'était la confirmation la plus forte qu'ils pouvaient donner qu'ils n'avaient jamais été intéressés que par le contrôle, pas par la connexion. Mais ce qui m'a le plus surprise n'était pas leur silence. C'était à quel point ils semblaient encore vides. Je pensais que couper les ponts apporterait une sorte de paix nette, comme fermer un livre sur un mauvais chapitre. Mais ce n'était pas comme ça. Cela persistait plus silencieux, certes, mais pas plus léger. Chloé a cessé de poser des questions à leur sujet après Pâques. Elle ne les a pas mentionnées à son anniversaire non plus. Elle a reçu des cartes de mes collègues, d'amis, même de notre voisin. Rien de mes parents, pas même le cadeau de dernière minute habituel qui arrivait 2 jours en retard avec le mauvais nom sur l'étiquette. Et pourtant, elle n'en a pas parlé. Pas une seule fois. Ce qui aurait dû être un soulagement, mais ça ne l'était pas. Un soir à la fin du printemps, nous regardions un film ensemble, un de ces films Disney où la grand-mère est le centre sage et chaleureux de tout. Chloé est devenue très silencieuse à mi-parcours. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas posé de questions. Mais après le générique, elle m'a regardé et a dit « Tu penses qu'il me manque ?» Je voulais mentir. Je voulais dire « Bien sûr qu'il te manque, tous les jours. » Mais la vérité pesait lourdement sur ma poitrine. Je lui ai dit « Je pense qu'ils ne savent pas comment manquer aux gens correctement, et ce n'est pas de ta faute. » Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, mais je sais que ce genre de douleur ne disparaît pas simplement parce qu'on la comprend. Depuis lors, elle pose moins de questions, mais elle observe plus attentivement. Elle remarque quels adultes tiennent leurs promesses. Qui appelle quand ils disent qu'ils le feront? Qui vient à ces matchs de football même s'il pleut? Elle a commencé à faire une liste dans son carnet, personne de confiance. Elle n'a jamais dit que c'était une liste, mais je l'ai vue. Des noms, des dates, des smilés ou des croix. Mes parents ne sont pas sur la liste. Ma sœur non plus. La famille ne les mentionne plus devant moi. Je pense qu'à un moment donné, ils ont réalisé que leur version des événements ne m'intéressait pas. Une tante a essayé de servir de médiatrice, m'a dit que j'étais trop ferme, a dit que je devrais peut-être simplement passer à autre chose pour le bien de l'unité familiale. Je lui ai demandé, de quoi, exactement, suis-je censé passer à autre chose? Du fait qu'ils ont blessé ma fille ou du fait qu'ils ont ri en le faisant? Elle n'a pas eu de réponse, alors elle a arrêté de demander. La chose avec les limites, c'est que les gens supposent que ce ne sont que des murs, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des portes avec des serrures, et seules les bonnes personnes obtiennent les clés. Je pense parfois à la voiture. La Peugeot 508. J'ai fini par la vendre, j'ai utilisé l'argent pour rembourser une partie de mes dettes et emmener Chloé en voyage dans les Alpes. La première fois qu'elle a vu la neige tomber depuis un télésiège, elle m'a regardé et a dit « C'est mieux que Noël ». Et elle le pensait. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. On n'obtient pas toujours justice. Certaines personnes n'admettent jamais qu'elles ont eu tort. Certaines relations se terminent sans une fin nette, sans une dernière dispute. Parfois, elles se dissolvent simplement comme du sel dans l'eau chaude. Mais si vous avez de la chance, si vous avez vraiment de la chance, vous avez la possibilité de recommencer avec les personnes qui comptent. Chloé a encore du mal avec ça parfois, et moi aussi. Mais elle sait, sans l'ombre d'un doute, que je ne donnerai jamais son cœur à quelqu'un d'autre en riant quand il se brise. Et ça vaut plus que toutes les excuses que nous n'avons jamais reçues.